Bonjour les amis, nous sommes sur la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je donne mes observations économiques, socio-économiques de 5 ou 6 voyages en Afrique du Sud entre 2010 et 2017. La première partie de la vidéo parle des riches et des pauvres. Aujourd'hui, on va faire un peu la conclusion, peut-être l'investissement et les inégalités, ce que j'en pense. Donc, premièrement, c'est une société entre les insiders et les outsiders. Alors, désolé pour l'anglicisme. En gros, on voit bien que c'est une société entre ceux qui sont dans le cercle et ceux qui ne le sont pas. Et le différenciateur, c'est l'argent. Alors, bien sûr, on peut parler de blanc et de noir. Il y a beaucoup plus de blancs en proportion qui sont à l'intérieur du cercle que de noirs qui sont à l'intérieur du cercle. Pour autant, les cercles les plus huppés, les plus élevés au niveau du pouvoir politique, eh bien c'est les Noirs liés à l'ANC. Mais au niveau du pouvoir économique, bon, c'est à peu près pareil, mais il y a des milliardaires blancs, effectivement, qui sont à un autre niveau. Et il y a quelques milliardaires noirs qui sont liés au pouvoir, peut-être avec moins d'argent. La plus grosse fortune est Jonathan Rupert, qui a un conglomérat qui fait un peu toutes les industries, et également en dehors de l'Afrique du Sud avec Richemont, la société de luxe suisse, et je crois British American Tobacco. Donc il a exporté de la richesse, enfin de la fortune, sa fortune. Voilà, donc on a les gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça peut être très très dur. C'est assez brutal. C'est peut-être les restes de l'apartheid ou la manière anglo-saxonne. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé. Pourtant, je suis blanc et il y a un privilège blanc là-bas. Euh, je suis. Alors attention, d'une certaine manière. Et ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo. Mais il y a un privilège à l'apparence parce que immédiatement on t'assimile plus à la richesse parce que la plupart des blancs ils ont un bon niveau de vie. Donc je me suis garé à un mauvais endroit, c'était dans un resort Sun City, et tout de suite ils arrivent sur toi. Bien sûr, c'est des gardes noirs qui font la loi, mais au profit d'un pouvoir, pas toujours blanc, mais au profit d'un pouvoir privilégié. Donc c'est des gardes noirs qui sont venus pour me dégager parce que j'étais au mauvais endroit, j'avais peut-être pas le pass ou je m'étais trompé, je sais pas. Et donc tout de suite, ah, mauvais endroit, dégage, et d'une manière assez abrupte. Et ce seront les premiers à dégager, bien sûr, leurs confrères. Bien sûr, il n'y a pas de confrérie, ça n'existe pas dans le monde, ça existe que chez les gens qui habitent en Occident et qui rêvent d'une Afrique qui n'existe pas. Mais bon, ils dégagent leurs confrères avec une extrême brutalité, même si c'est pas physique, ça va être. Voilà, il n'y a pas de pitié, vous savez, il n'y a pas de pitié entre noirs, il n'y a pas de pitié entre blancs. Les seuls gens qui pensent que il y a une sorte de confrérie, c'est ceux qui sont jamais allés, soit en Europe, donc des Sud-Africains blancs qui habitent en Afrique du Sud et ils pensent que, waouh, entre blancs en Europe, ça va être génial. Et l'inverse, des Européens noirs ou des Américains noirs qui pensent qu'en Afrique, ça va être les bisounours. Voilà, ça n'existe pas, mais voilà, c'est très très dur. Et souvent, ça va être des noirs qui vont appliquer la loi du capitalisme, en gros, pauvre dégage, à des autres noirs, au profit de patrons souvent blancs. Après, pour les grands groupes, c'est plus compliqué. Il faut. Ce qui se passe, c'est que les grands groupes, ils vont être 30% possédés par des noirs, je sais pas, 50% par des blancs, 20% par des étrangers, ça va être des micmacs. Parce que c'est rarement 100% une famille qui détient un grand groupe, mais ça arrive pour certains groupes. Mais voilà, ce sont des pauvres noirs qui vont appliquer le capitalisme brutal en dégageant les gens. Pourtant, je ne suis pas du tout anticapitaliste, puisqu'on voit bien que ce sont les pays qui marchent le mieux qui sont capitalistes, et même vaut mieux être de classe moyenne dans un pays capitaliste qu'au Venezuela de M. Maduro, où là, c'est la dèche partout.
Donc vous avez eu les étrangers qui se font également maltraiter, soit physiquement par la xénophobie lors des émeutes, soit au niveau de moins de droits pour accès à certaines choses, ou même j'ai entendu parler de la police qui va exécuter sommairement des étrangers qui sont pris à voler, peut-être plus facilement que des locaux. Donc c'était arrivé dans une rue où j'étais, c'est pas arrivé quand j'y étais, mais il y a eu des Zimbabwéens qui se sont fait, d'après ce qu'on m'a dit, sommairement exécutés suite à des vols. La police est arrivée, voilà, il y a eu peut-être des échanges de coups de feu. Ils les ont peut-être pas exécutés directement, mais une fois qu'il y a eu commencé, il y a eu quelques échanges, ils ont signé leur arrêt de mort au lieu de se rendre tout de suite, quoi. Donc c'est très très brutal. Et les étrangers pauvres, voilà, pareil, il n'y a pas de fraternité de race, ça n'existe pas. Pour eux, ils vont voir étrangers. Pas tous. Les gens de l'IFF de Malema, ils voient plus race que étrangers. Pour moi, il devrait y avoir fraternité entre tous humains, quelle que soit la couleur ou le pays. Bien sûr, avec moins de droits pour les étrangers que pour les gens du pays. Que ce soit en Europe, pareil, hein, si c'est un étranger grec versus un français noir, le français noir doit être privilégié en France, selon moi. Parce il y a des liens du travail, de l'histoire, des liens peut-être familiaux, des liens historiques. Quelqu'un, c'est là où il a grandi et il devrait avoir plus de droits. Voilà, alors sur la suite, c'est pas trop souvent blanc contre noir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de focus contre les étrangers. Et puis c'est l'argent, quoi. L'argent qui dirige tout. Ceux qui vont en Afrique du Sud et qui ont une analyse blanc contre noir seulement, bah, c'est que c'est des journalistes occidentaux ou de certains médias du Moyen-Orient, pour ne pas les citer. Euh, Ils viennent, ils font un reportage en 2 semaines sur l'Afrique du Sud. Après, ils vont aller au Mexique, ils vont t'expliquer le Mexique. Après, ils vont aller en Chine, ils vont t'expliquer la Chine. Ouais, c'est des gens qui connaissent pas grand-chose, quoi. Ils vont lire deux, trois trucs. C'est pas ça. Il y a du blanc contre noir, mais c'est plus au niveau politique, comment se répartir la richesse. Donc, sinon, l'Afrique du Sud a conservé de nombreuses règles de type britannique. Donc c'est un peu ça ce que je disais, la violence de classe britannique qu'on peut voir notamment entre les pauvres blancs et les riches blancs, avec la manière dont ils sont traités, par exemple dans les émeutes britanniques, où ceux qui sont du mauvais côté, les pauvres blancs, ils ont envoyé deux trois tweets anti-immigration, 5 ans de prison. C'est un peu la même violence contre les pauvres en général. D'ailleurs, il y a eu la police noire qui a tiré sur les mineurs qui faisaient une manifestation et une grève à Marikana, c'était il y a une dizaine d'années, à l'arme automatique. Bon, il y avait peut-être une configuration où ils se sentaient menacés par un grand nombre de personnes, peut-être des milliers contre 50 policiers, entourés. Mais il y a une violence de classe. Voilà, si vous êtes riche, vous serez protégé par l'État, sinon vous serez du mauvais côté. Euh, pour nous qui sommes latins, les Français, ça va un peu à l'encontre de notre culture. Par exemple, le coût du parking, si quelqu'un se gare au mauvais endroit, même s'il est riche, même s'il est pauvre, même s'il est pauvre, on va être plus à dire ok, tu peux te mettre là ou parler gentiment. Mais l'anglo-saxon, le germanique aussi, il va dire ah, t'as pas payé, t'as pas la place, tu t'es trompé, dégage. Voilà, nous sommes un peu plus à courber les règles. Ici, vous pouvez avoir des gens qui meurent littéralement de faim à côté d'un restaurant qui gaspille. Ça leur viendra pas trop à l'idée de ah, je vais peut-être leur donner à manger. C'est violent sans violence, mais c'est la violence de classe. Vous pouvez avoir voilà, un joli parc, mais si vous n'avez pas payé, dehors. Euh, alors j'ai écrit quelque chose là en anglais, je comprends pas bien, mais c'est pareil. C'est par rapport à si. Ah oui,
Pour quelqu'un qui est de classe moyenne élevée, s'il faut payer 5 euros équivalent pour entrer dans un endroit, ça va être moins excluant pour quelqu'un pour lequel 5 euros représente une semaine de salaire. Donc, il y a vraiment il n'y a pas ça en Europe où vraiment il y a une exclusion géographique. Bien sûr, il y a le festival de Cannes, tu peux pas rentrer, je sais pas, Deauville, des choses comme ça, avec les courses de chevaux huppés. Mais là-bas, ça va être plus répandu, où il y a des grands espaces qui sont pas trop accessibles, parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment pas payer l'entrée. Euh, L'exclusion est faite sur le porte-monnaie, très, très fortement. Après, si tu es noir, que tu as de l'argent, aucun souci. Si il y a des pauvres blancs bah, sans abri, eux, ils seront exclus partout, de la même manière. Mais l'exclusion par la monnaie, c'est de fait une exclusion raciale parce que, évidemment, si 90% des blancs peuvent se permettre d'aller dans un endroit, mais que seulement 20% des noirs peuvent se permettre d'y aller, ça va créer une exclusion raciale, mais qui a une origine économique. Donc il faut revenir à l'histoire pour savoir pourquoi il y a plus de blancs qui peuvent accéder à certains endroits ou à certains services. Voilà. Et ce qui est un peu dommage, par exemple, bah, pour Sun City, qui est un complexe hôtelier avec piscine, casino, il se peut qu'il y ait des gens qui habitent juste à côté qui n'y ont pas accès. Et que des gens qui viennent de 500 km en voiture, comme ils ont l'argent, ils y ont accès. Mais bon, ça c'est l'économie de marché. Euh, Quand on voit toute cette exclusion, on peut sympathiser avec les radicaux de la transformation économique, comme les Economic Freedom Fighters, donc l'IFF de Julius Malema. Parce que c'est vrai que cette exclusion, elle pèse, quoi, elle est forte. Et en plus, basée sur une histoire d'exploitation, d'inégalité raciale, de colonisation. Et quand on a un confort de classe moyenne européenne, quand je dis européenne, j'inclus les Africains de la diaspora, parce qu'ils sont dans un confort de classe moyenne en général, on ne peut pas comprendre la rage ou la haine qui peut y avoir chez des gens qui ont vraiment pas grand-chose. Bah, l'équivalent des vagabonds en Europe, ou quelqu'un qui habiterait dans des cabanes en Europe, qui ressentent une exclusion qui est basée sur une histoire de race avant, avant maintenant, mais la pauvreté se perpétue et la richesse se perpétue aussi. Et donc, moi, je peux tout à fait comprendre. En plus, ils n'ont pas forcément une bonne éducation économique, qu'ils se retrouvent dans ce parti populiste qui veut, en gros, hein, nationaliser beaucoup de choses, prendre la richesse aux blancs, la donner aux noirs. Pas totalement, ils veulent pas prendre tout aux blancs, mais on va dire prendre beaucoup de richesse aux blancs, la donner aux noirs. Mais c'est le problème de ce parti, c'est que bon, il bascule dans le racialisme opposé, voilà, en étant seulement focusé sur la couleur de peau, en ayant des propos qui poussent au génocide. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Propos qui poussent au génocide, ça ne veut pas dire qu'il y en a un. Mais voilà, ça sert à rien de faire euh, quelque chose comme l'Allemagne des années 30, mais avec une autre cible. C'est pas ça qui fera avancer le pays, d'autant plus que du communisme, ça ne ferait que reculer le pays. Mais je comprends les gens sans éducation et avec de la rage face à l'inégalité. Ces excès de ce parti et sa rhétorique violente et raciale font que la plupart des gens noirs le rejettent parce que même s'ils sont d'accord avec les inégalités, ils se disent voilà, il est trop fou quoi. Après, je ne sais pas pourquoi exactement ils le rejettent, mais une bonne partie, c'est qu'ils se disent mais on peut pas mettre au pouvoir quelqu'un de fou et dangereux. Donc, s'il avait présenté les choses de manière posée, sans haine
raciale, il aurait pu avoir beaucoup plus de succès. Mais son instinct primaire ressort trop, un instinct violent et raciste. Donc ça déplaît à la majorité des électeurs noirs. Malgré tout, la société en général, donc, comme je disais, elle est très mature. Au niveau de l'économie, ils savent qu'il faut une économie libérale capitaliste pour développer le pays. C'est pour ça que le populisme a un gros échec. De plus, le Zimbabwe, c'est le pays voisin. Il voit bien, euh, j'allais dire en espagnol, el fracaso. Il voit bien la chute du Zimbabwe, que c'est tombé plus bas que terre. C'est un pays d'où tout le monde fuit. Il voit bien tous les réfugiés, les immigrés et réfugiés zimbabwéens qui viennent chez eux, qui n'ont rien, qui travaillent pour rien, qui font les pires boulots. Donc, ils veulent pas ça pour leur pays. Euh, donc, malgré une pauvreté physique pour la majeure partie des Sud-Africains noirs et métis, les gens rejettent le populisme trop puissant, puisque l'ANC fait du populisme, mais c'est un peu plus mou. Je pense que si nous avions autant de pauvreté en France, le pays serait en émeute. La société est très résiliente, antipopuliste et patiente. Le système économique est très britannique. Tout est sur papier, équitable et bien documenté. Les banques sont très modernes, bien gérées, basées sur des processus. Bon, j'ai pas d'expérience du business là-bas, donc je peux pas dire. Mais bon, tout le monde me dit qu'il y a de la corruption. Cependant, je pense qu'on peut développer son entreprise à une certaine taille. Bien sûr, si on va dans des domaines dangereux comme le charbon, les mines, là, on peut se faire détrousser par des bandits ou par l'État ou par des corrompus. Euh, les minorités sont largement exclues des emplois de base par des quotas. Donc, minorité, tout ce qui est pas noir, ça peut inclure les métis et les indiens. Mais ces emplois de base, de toute façon, même s'ils en sont exclus, c'est des emplois qui vont jamais enrichir la personne. C'est un emploi de prolétaire. Après, il y a quelques bons jobs qui sont aussi privilégiés aux personnes noires, privilégiés pour les personnes noires, qui eux permettent de s'élever socialement. Et bien sûr, des jobs liés à l'oligarchie, liés au pouvoir, qui sont réservés aux noirs. Mais bon, la majorité des gens qui bénéficient des emplois privilégiés pour leur couleur, ça va, ils vont rester au bas de l'échelle de toute façon. Donc, les gens des minorités, qu'est-ce qu'ils font? J'en ferai une autre vidéo. Mais en gros, bon, ils profitent de leurs privilèges antérieurs, c'est-à-dire des richesses qu'ils ont accumulées avant la fin de l'apartheid, durant l'apartheid, que ce soit propriété, part d'entreprise. Et également, cet argent leur permet de payer des études que les autres ne peuvent pas se payer, études qui leur permettent d'obtenir certains emplois dans lesquels la qualification est plus importante que la couleur, parce qu'il faut aller chercher la personne qui a la qualification, études qui leur permettent d'aller à l'étranger, prendre de l'expérience, revenir. Voilà. Donc c'est très compliqué. Euh, Investissement, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont businessmen, ils préfèrent investir dans des petits magasins, ou dans des garages, des choses locaux. Ils ne font pas confiance au marché financier et ils ne s'y connaissent pas. Malgré cela, la richesse est très très importante chez ces personnes. Plus qu'en Europe, où tu vois un petit entrepreneur en Europe, il va juste s'en sortir plus ou moins. Là-bas, c'est bien, mais c'est aussi un problème parce que le petit entrepreneur du township, vite, il va s'élever à un niveau de richesse, il va s'acheter des BMW, etc., pendant que les autres, ils ont rien, ou très peu. Il faudrait qu'il y ait plus un équilibre, ou alors qu'il y ait plus de compétition. Peut-être comme il n'y a pas beaucoup de compétition sur certains business, il se fait des marges de malade, mais c'est négatif pour l'économie. À un moment, il faut que ça baisse un peu. Ma conclusion, que moi qui suis pro-business,
Je pense que oui, les radicaux de l'IFF ont raison qu'il faut redistribuer de la richesse. Je ne pense pas racialement, mais si on va du plus riche au plus pauvre, ça va être dans la majorité des blancs qui vont devoir redistribuer. Maintenant, il faut le faire de manière pro-business, c'est-à-dire pas transformer le pays en Venezuela, couler tout le monde va être pauvre. Et je vois pas pourquoi les Africains essayent de copier le pire de l'Europe, qui est le communisme, qui a détruit la moitié de l'Europe, qui l'a rendu pauvre comme jamais. Moi, j'avais une boss bulgare, qui me racontait les histoires où il devait faire la queue pendant des heures pour avoir des chaussures. Et après, celui qui tenait le magasin de chaussures, comme il avait un pouvoir de fou, il était lié au parti, il pouvait t'exploiter sexuellement, etc. Il pouvait abuser ta famille, te menacer. Les communistes, c'est une horreur, je ne sais pas pourquoi tant d'Africains sont fascinés par cette idéologie européenne. Laissez les défauts des Européens qui est le communisme. Allez plus vers le libéralisme, puisque vous avez une tradition de marché, d'échange et de commerce, comme tous les peuples. Voilà. Donc moi, je pense que oui, ce serait bien de la redistribution, mais intelligente et pro-business. C'est-à-dire donner des parts de business aux personnes les plus pauvres, faire que les gens qui ont accumulé beaucoup de ressources durant l'apartheid et qui l'ont fructifié par la suite partagent plus de manière forcée, mais sans les jeter dehors de leur maison. Par exemple, on peut leur prendre des choses, des secondes propriétés, des parts de business à partager, etc. Le fermier qui a beaucoup de terres, on peut, même si, alors les terres, c'est quelque chose, c'est pas ça qui fera la population noire riche, mais c'est symbolique, on peut redistribuer tout en gardant le fermier comme employé d'une sorte d'entreprise qui serait partagée avec, voilà, 5% pour toi, 5% pour toi, 5% pour toi, etc. Sans empêcher le bon déroulement d'une économie capitaliste. Oui, la colère est légitime, mais la méthode communiste va couler les gens encore plus. Et ça, les gens le savent. C'est pour ça qu'ils ne votent pas pour les communistes de Julius Malema. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils voient ce qui se passe dans les pays communistes. Que ça fonctionne jamais, ni en Europe, ni en Amérique latine, ni en Afrique. Donc il faudrait de la redistribution. Les inégalités sont vraiment choquantes, c'est vrai. Et si en Europe je suis moins favorable à de la redistribution parce qu'il y en a déjà beaucoup, en Afrique du Sud, il en faudrait, je pense. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On pourra aller plus en détail sur comment on pourrait redistribuer sans tomber dans le racisme, sans tomber dans le communisme, tout en restant dans une économie dynamique. Mais ça, c'était juste pour mes impressions. Si un jour, on peut parler de ça avec des responsables sud-africains, mais je crois que c'est à eux de faire leur propre histoire. Mais si on peut inspirer des gens qui sont francophones à faire de la redistribution sans tomber dans le communisme qui appauvrit encore plus les gens. Vous voyez, j'ai du mal à parler français parce que de toute façon, j'habite depuis tellement longtemps en dehors de France que j'ai du mal. Voilà, si on pouvait redistribuer sans couler les économies, sans tomber dans le racisme, c'est ce qu'il faudrait, selon moi, pour des pays comme l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, à la prochaine.